J'ai créé ma première entreprise en 2016, donc ça fait à peu près 8 ans. Et depuis, donc avant mes 30 ans, j'ai encaissé un peu moins de 3 millions de dollars. Et bon, en soi, ça a été un parcours qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les premières années, ça a été des petits montants, donc moins de 100 000 la première année. Après, on est passé au-dessus des 100 000 la deuxième année, et puis on est resté entre 100 000 et 300 000 les années qui ont suivi, parce que je stagnais, j'avais pas compris les éléments qui me permettaient de passer de freelance débordé, consultant débordé qui fait 10, 15, 20 000 par mois, à monter une équipe et être capable de générer 500 000 ou 1 million par an. Donc j'arrivais pas à passer certains caps dans les premières années, ce qui est normal parce que je m'entourais très peu d'entrepreneurs. J'avais pas d'accès à des formations, etc. Enfin, en tout cas, je ne m'étais pas donné accès à des formations, à des coachs, etc. Il faut savoir que j'ai commencé à me coacher, à me former très tard. En fait, c'est en commençant à vendre moi-même des coachings et des formations que j'ai commencé à me faire former et à me faire coacher. Parce que je venais pas de ce monde-là. Donc, ce qui fait que la courbe a été assez lente dans la progression entre 0 et 3 millions avant mes 30 ans. Ça a commencé avec des petits chiffres et ça a grossi graduellement jusqu'à aujourd'hui où on pense en millions par an et où l'objectif, j'espère, dans les prochaines années, très prochaines années, serait de penser en millions par mois, c'est l'objectif. Mais voilà, cette courbe a été lente et cette courbe, si elle s'est faite comme ça, s'il y a eu des phases où ça s'est accéléré, où je suis passé de 0 à 100 000 par an, puis de 100 000 à 300 000 par an, puis de 300 000 à 600 000 et ainsi de suite, c'est qu'il y a eu des déclics. Et il y a eu plusieurs déclics, et en fait dans cette vidéo je voulais vous en partager quelques-uns. C'est une réflexion que je me faisais dans l'avion en rentrant de Las Vegas, où je suis allé au workshop de Hormozy. Donc j'ai assez parlé sur cette chaîne pour le moment, j'en reparlerai un peu plus tard, surtout qu'on est en train d'implémenter plein de choses. Il a grandement boosté la vision, et autant j'avais déjà une vision en millions pour les prochaines années avant d'y aller, là, j'ai décidé avec ce workshop de raccourcir la courbe du temps et de parler en millions dès cette année et dès l'année prochaine. Donc évidemment, on en reparlera, ça va être un sujet récurrent sur cette chaîne. Euh, mais en tout cas, il m'a changé ma façon de voir les choses, ça c'est sûr. Et dans le vol retour de Las Vegas vers Montréal, je me suis mis à réfléchir à quels étaient les plus gros déclics que j'avais eus depuis la création de la première boîte en 2016. Pour moi, le workshop a été un déclic énorme aujourd'hui. C'est, en fait, je vais vous dire un truc. Je sais pas si c'est peut-être une chance quelque part, mais il ne m'est jamais arrivé de ne pas atteindre quelque chose que je voulais du moment que j'avais un plan d'action. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte dans l'avion. C'est que à chaque fois que je voulais quelque chose, un certain, je sais pas, un objet, un montant, un chiffre d'affaires, peu importe ce que je veux, du moment que je sais comment je peux l'obtenir, je l'obtiens. Ça prend pas toujours le même temps que j'aurais espéré, c'est-à-dire que il y a pas mal de caps que j'aurais aimé atteindre plus rapidement que prévu, mais au moins je finis par y arriver. En revanche, quand je ne sais pas comment obtenir un objectif ou quelque chose, eh ben je peux stagner pendant très longtemps avant de recommencer à progresser. Donc vous allez peut-être me dire, ok Captain Obvious, tu es en train de me dire que quand tu sais y aller, tu sais y aller, et quand tu sais pas y aller, tu y vas pas. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est plutôt que quand le chemin est clair, j'arrive à l'implémenter très rapidement et à atteindre l'objectif. Quand le chemin n'est pas clair, je ne me rends pas forcément compte qu'il n'est pas clair et donc ça peut me faire stagner très longtemps. C'est pour ça que j'ai stagné plus un an et demi, entre 10 et 20 000 par mois. Parce que j'étais rendu à un plateau qui me satisfaisait, j'avais l'impression d'être en croissance, mais quand au bout d'un an j'ai regardé derrière moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas bougé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas réalisé que je devais changer de plan d'action pour passer au point d'après. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans l'avion, je me suis rendu compte de ça, et je me suis surtout rendu compte que grâce à ce workshop, à cet événement à Las Vegas, eh ben, j'avais découvert, et j'en suis convaincu, j'ai l'intime conviction que j'ai compris le chemin pour m'amener au prochain step, notamment, je dirais, les 5 à 10 millions par an. C'est le step d'après pour moi, et je pense l'avoir compris. Alors, je dis pas que ça va se faire en 2 semaines, je pense que ça va prendre 2 ans, 3 ans, ce qui est déjà très bien. Mais je pense avoir compris le parcours. Et attention, je veux pas que ça sonne arrogant, quoi que ce soit, cette vidéo, hein. Je vous dis juste les choses comme je le pense. Et au bout d'un moment, c'est un parcours, ça fait 8 ans que j'ai démarré. Et c'est un parcours qui est lent pour certains, rapide pour d'autres, peu importe votre point de vue sur la vitesse d'exécution. En tout cas, je vous partage les choses telles que je les pense, telles que je les ressens aujourd'hui. Et puis voilà, mon but étant d'être transparent avec vous. Et donc là, j'ai vraiment la sensation d'avoir compris
le parcours qui m'amène à la suite. Du coup, comme j'ai ressenti un déclic pendant ce workshop, je me suis posé la question dans l'avion de quels étaient les autres déclics qui m'ont fait passer d'une step à l'autre. Et j'ai noté dans l'avion, sur une petite note sur mon iPhone, 6 déclics que j'ai captés à un moment ou à un autre. Et en plus, ce qui est emmerdant, c'est que quand je les écris, on dirait des conseils un peu généralistes qu'on peut entendre un peu n'importe où, dans n'importe quelle vidéo YouTube et n'importe quel livre. Mais quand on les vit, quand on les ressent, on se rend compte que c'est loin d'être des trucs généralistes. C'est des trucs réellement importants. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous les partager, ces 6 points. Et je vais essayer de vous les expliquer du mieux possible pour que vous puissiez vraiment les ressentir de la façon la plus proche que je les ai ressentis en les vivant. Parce que bien évidemment, ces déclics, à chaque fois, je vais vous dire les choses, hein, ils ne sont pas arrivés quand j'étais à mon bureau devant mon ordi. C'est jamais arrivé. Je regarde les 6 devant moi là et je ne vois aucun des 6 déclics devant moi qui ont pu apparaître pendant que j'étais à mon bureau en train de travailler. Et ils ont tous apparu en faisant des rencontres, en voyageant, en faisant des conférences et des workshops, ce genre de choses, en me faisant coacher, en regardant des formations ou en lisant des livres. À la limite, le seul truc qui est le plus proche de ce que je pourrais faire chez moi, c'est regarder des livres et des formations. Mais c'est vraiment, sinon, c'est beaucoup lié au mouvement et à la rencontre de nouvelles personnes, ces déclics. Et donc, je vais essayer de vous les expliquer de la façon la plus proche quand je les ai vécus, quand je les ai vécus. Le premier déclic, j'en ai parlé plusieurs fois dans les autres vidéos, donc je vais passer très vite dessus, mais c'est le fait de donner pour recevoir. Je reviens dessus rapidement, même si je vais passer très vite. Avec l'agence, j'ai passé mes premiers mois à vendre. Donc j'allais chercher des clients qui avaient un besoin, en tout cas je pensais que c'était des clients qui avaient un besoin, et en plus ils n'avaient pas le potentiel économique, mais je voyais pas ça à ce moment-là. Et je me disais juste, je vais faire un truc qui donne envie de l'acheter, donc un truc pas cher qui promet beaucoup de résultats. Et en fait, je ne donnais pas de valeur, je n'étais pas expert de mon sujet et je le mettais pas en avant que j'étais un expert de mon sujet. Donc je l'étais pas, mais en plus je le montrais pas. Je faisais même pas semblant de l'être. Donc je ne donnais pas de valeur, je ne donnais pas de conseils gratuits, je ne faisais pas de stratégie contenu. Dans les 6 premiers mois de la boîte, de ma première agence où j'ai galéré, je ne donnais rien. Et ça ne marchait pas. Et il a fallu que je commence à donner gratuitement. Je l'ai raconté dans la toute première vidéo de cette série d'une vidéo par jour. D'ailleurs, s'il y a un ou deux fails, euh, c'est parce qu'il y a une autre grande leçon à tout ça, c'est qu'il faut savoir écouter son corps des fois pour pas finir en burn-out, ok? Pardonnez-moi s'il manque une vidéo de temps en temps. Bref, ça c'est le septième, c'est le bonus d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, dans l'agence, ça a commencé à marcher quand j'ai commencé à donner beaucoup de contenu et de valeur gratuitement avant d'obtenir des rendez-vous et donc des closings avec des clients. Et si je dois comparer deux aventures entrepreneuriales différentes, prenez l'agence où j'ai commencé à vendre sans vouloir donner et qui a marché quand j'ai commencé à donner. Henley Academy, c'est l'inverse. Henley Academy, je l'ai lancé, cette boîte, sans le vouloir. Je faisais des vidéos tutoriels sur YouTube pour mon agence, pour attirer des PME qui pourraient avoir besoin de mes services pour mon agence. Et au final, ça a attiré des gens qui se sont dit, comment tu fais à 23-24 ans pour avoir une agence qui tourne et pour entreprendre. Et en fait, c'est en faisant des vidéos, c'est en offrant du contenu que même le besoin du marché s'est révélé à moi. Parce qu'au début, je ne savais pas ce que c'était le SMMA. Je suivais pas le marché américain avec Tai Lopez à l'époque, etc. Je savais pas ce que c'était le SMMA, je savais pas qu'il y avait des modes business sur YouTube. J'étais pas au courant de tout ça. J'étais juste au courant qu'il existait le monde du blogging parce que je suivais Olivier Roland, Blogueur Pro, etc. J'ai jamais acheté, mais je suivais sur sa chaîne YouTube. Mais j'étais pas au courant du monde agence et tout sur YouTube. Donc j'étais pas au courant, mais c'est en partageant mon quotidien d'agence que les gens sont venus vers moi et me demander est-ce que tu fais des formations pour monter son agence. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce monde. Et mon premier réflexe n'a pas été de vendre une formation. Entre le premier moment où j'ai reçu un commentaire sur comment monter son agence et la formation, il y a peut-être 6 mois qui sont passés. Et pendant 6 mois, j'ai fait une vidéo par semaine à partager mon quotidien d'agence, à faire des vlogs, à me filmer en rendez-vous client, à filmer la vie de mon équipe, parce qu'entre-temps, j'avais embauché avec l'agence, j'avais un bureau, j'avais des employés, etc. Donc j'ai commencé à partager le quotidien de l'agence avec mes employés, enfin mes potes en fait, parce que j'embauche mes amis, ma famille, etc. Vous le savez peut-être. Mais voilà, donc je commençais à partager tout ce quotidien et les demandes se sont intensifiées. Et puis un jour, donc avec Kev, qui était à ce moment-là il faisait la vidéo pour l'agence, donc pour les clients de l'agence. Il m'a dit viens, on travaillait beaucoup de nuit avec Kev. Euh,
On a commencé la journée vers 17-18 heures, on finissait à 4-5 heures du mat. C'était absolument pas clean. Et on se levait que pour les jours où on faisait des rendez-vous clients. Bref. Il m'a dit, viens cette nuit, on fait une nuit blanche, on filme une formation. Et on a filmé la première version de Devenir consultant à 97 euros en une seule nuit, que j'ai mis en vente. Donc j'ai juste fait un mail aux quelques personnes qui s'étaient abonnées à ma liste email quand j'ai dit si vous voulez savoir comment monter votre agence, inscrivez-vous. Et la semaine qui a suivi, on a vendu pour 7000 euros de formation à 97 euros. Donc pour moi, c'était ouf parce que, alors, sur le chiffre d'affaires que faisait déjà l'agence, c'était pas vraiment remarquable. C'était bien, mais c'était pas remarquable. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai jamais cherché à vendre. Et juste en faisant du contenu et en présentant un produit, les gens se sont mis à acheter. Et là, ça m'a marqué. Là, ça a été un déclic ce jour-là. Encore plus fort que quand j'ai commencé avec l'agence. J'ai eu un mini déclic de comprendre, ok, j'ai donné et j'ai reçu. Mais ce jour-là, avec la formation qui sort et les gens qui l'achètent, alors que je ne l'ai pas demandé et je ne l'ai pas voulu, là, ça a été un vrai déclic de donner pour recevoir. Et maintenant, c'est une mission pour toutes les boîtes que je pourrais lancer un jour. Tu donnes avant de recevoir. C'est pour ça que je vous en parle aussi souvent. C'est pour ça que je vous en ai parlé au moins 3 ou 4 fois ou 5 fois, je sais pas, dans les dernières vidéos. Donc c'était le premier point. Je vais pas aller plus loin, j'en ai déjà parlé. Le deuxième point que je remarque, qui est, alors ça aussi, c'est quelque chose qui est malheureusement commun. On l'entend souvent. Je l'ai toujours entendu et et malheureusement je l'ai jamais autant compris que quand je l'ai vécu. Et c'est dommage parce que si on le comprenait réellement dès qu'on l'entend, ça irait plus vite. C'est le fait de s'entourer de personnes de plus haut niveau. Donc on dit souvent on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si on a des gens, il faut idéalement qu'on ait des gens à un niveau plus bas, un niveau supérieur, au même niveau que nous pour se challenger, bon c'est l'idéal. Mais de façon générale, j'ai envie de vous dire, le plus important dans cette équation, c'est d'être entouré de gens qui sont supérieurs à vous. Moi franchement, le fait d'avoir des gens en dessous de nous, c'est vrai que c'est, en termes de résultats j'entends, hein, évidemment c'est gratifiant parce qu'on peut passer, on peut transmettre. Et donc c'est important en termes de reconnaissance personnelle et gratification au même niveau que nous, c'est bien parce qu'on parle avec des gens qui vivent la même chose que nous, c'est important pour le partage et pour le mindset, et on apprend des gens qui sont au-dessus de nous. Euh, un truc que moi j'ai envie de vous dire par contre, alors c'est bien, les trois sont importants, mais s'entourer de gens au-dessus de vous est le plus important selon moi. Là, écoutez, à chaque step, je remarque que ça suit des rencontres que j'ai pu faire. Euh, Exemple, j'ai fait une conférence il y a quelques années, peut-être 4 ans, une de mes premières conférences pour l'écosystème de SMMA. Enfin, j'aime pas le terme SMMA, hein, pour ceux qui savent pas, j'aime pas ça. Et le fait de créer une agence. J'ai fait une conférence sur le sujet de comment créer son agence, trouver des premiers clients. Et il y a quelqu'un qui s'est pointé dans la conférence, qui avait pas le profil. La moyenne d'âge c'était 20 ans, 25 ans. Et il y a un gars de 50 piges qui s'est présenté, donc moi très heureux, mais un peu intimidé. Et je vois le gars, il a une Richard Mille au poignet. Richard Mille, c'est une montre qui vaut cher. La sienne devait valoir près de 100 000 euros. Et il s'est pointé à ma conférence à 87 euros la conférence pour m'entendre parler de monde d'agence de marketing numérique. Et en fait, bon, ce gars-là était là parce qu'il venait d'une autre industrie qui plongeait en fait. Il venait du monde de la musique. Il a fait beaucoup d'argent, des millions dans le monde de la musique. Et c'est une industrie qui s'est écrasée. Et là, il est en train de pivoter vers le monde du marketing numérique, monter une agence, etc. Et il s'est dit que c'était le bon plan. Et du coup, il s'inscrivait un peu à tout ce qui passait. Il était à Paris ce jour-là. Et il a rejoint là. Il a vu passer ma formation par quelqu'un d'autre. Et il s'est inscrit. Voilà, c'était une demi-journée. Il s'est inscrit juste pour venir. Et ce gars-là, à la fin de la conférence, à ce moment-là, je vendais devenir consultant, je le vendais 300 euros. Un truc comme ça, la formation. Ma formation principale, mon plus gros produit, c'était 300 euros. Et ma conférence, je l'avais vendu 87 euros. Et à la fin de la conférence, il est venu me voir, il m'a offert un verre, il a tenu à m'inviter à boire un verre. Et il m'a dit, écoute, j'ai un problème, tout ce que tu me vends ne m'intéresse pas. Alors il m'a dit, il y a deux choses. Moi j'ai un problème, ce que tu me vends ne m'intéresse pas, j'ai pas tellement regardé d'informations, les conférences c'était mignon, c'était instructif, mais ça m'a pas vraiment intéressé. Je suis plus venu par politesse pour pouvoir te parler qu'autre chose. Donc ça c'est mon problème, tes produits ne m'intéressent pas. Et il m'a dit, toi tu as un problème, c'est que tu ne laisses pas les gens qui ont de l'argent comme moi te donner de l'argent. Je lui ai dit, bah écoute, je te donne mon RIB, tu me le donnes quand tu veux, tu vois. Il m'a dit, t'as pas d'offre haut de gamme qui me permet de te payer davantage pour obtenir davantage. Et je lui dis, dans un monde idéal, tu veux quoi? Il me dit, prolonge ton séjour à Paris d'une journée. C'est véridique tout ça, hein. Il m'a dit, prolonge ton séjour à Paris d'une journée pour me rencontrer.
Il m'a dit, je te paye la nuit supplémentaire, parce que tu as des frais qui s'engagent. Je t'invite le midi, on va manger ensemble le midi. Je paye tout. Je paye les frais de l'hôtel, des restaurants supplémentaires. Et je te paye 2000 € la journée. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le soir même, il m'a fait un virement de 2000 €. On a appelé l'hôtel. Il a payé, il a tenu à payer de lui-même la chambre en plus. Il a réglé tous les frais pour que je reste à Paris une journée de plus après la petite conférence. J'ai fait beaucoup plus de profit avec lui tout seul en une journée que ma conférence avec tout ce que ça a supposé d'organisation. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a des gens dans le monde qui ont de l'argent et qui ont un besoin. Et aujourd'hui, 2000 € ça fait rigoler parce qu'une journée à 2000 €, je sais pas si je le refais, mais peu importe. À ce moment-là, pour moi, c'était énorme. Et pas tellement le montant, parce qu'avec l'agence, j'avais déjà fait beaucoup plus d'argent que ça. C'était plus le fait que quelqu'un vienne me voir avec une montre à 100 000 balles au poignet et me dise je mets ce qu'il faut sur la table et tu m'accordes une journée. J'aurais pu demander bien plus de 2000 € à mon avis, hein, soyons clairs. Mais c'est le fait que quelqu'un ait de l'argent et ait un problème que j'étais capable de résoudre. Et qui était autre chose que l'agence. Parce que l'agence, à ce moment-là, et comme pendant 4 ou 5 ans, j'étais avant tout un technicien. On faisait de la technique, on faisait de la publicité en ligne parce qu'on comprenait la technique, on faisait des sites web parce qu'on comprenait la technique. Mais on m'avait jamais payé juste pour mon savoir. Pas vraiment. Les formations, oui, mais on m'avait jamais payé pour mon temps juste pour ce que j'avais dans la tête. Et là, je l'ai réalisé. Là, j'ai réalisé qu'on pouvait avoir des informations qui valaient beaucoup d'argent pour quelqu'un. Et j'ai réalisé aussi qu'il faut toujours avoir un véhicule supérieur en termes financiers, un véhicule supérieur. Et donc, bref, tout ça pour dire que ça a été une des premières rencontres où j'ai eu un gros déclic. Et depuis, à chaque fois, chaque cap de chiffre d'affaires, je le fais avec des déclics. Dernièrement, je me suis mis à traîner avec des gens qui font des millions, mais vraiment des millions par an, avec énormément de profits, qui manipulent des millions au quotidien et qui me partagent leur quotidien. On a des discours, c'est devenu des amis avant tout. On n'a pas de relation business. C'est des amis avant tout. Et j'ai vu l'argent d'une autre façon. Et vous savez, c'est comme le record. Il y a un record, il y a une histoire avec un record du monde qui a été battu, qui a été imbattu pendant 10 ans. Quelqu'un l'a battu une fois, et puis dans les semaines qui ont suivi, il y a plein de gens qui l'ont battu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était possible. Bah, le fait de graviter autour de gens qui sont 1000 niveaux au-dessus de moi et qui font 3 fois, 4 fois plus d'argent que moi en fait. Euh, Parce qu'aujourd'hui c'est ça, je dirais que les personnes à qui je traîne, à qui je suis plus proche, qui font plus d'argent, ils font peut-être 3 ou 4 fois plus que moi. Euh, Ça me permet de voir que c'est possible et je suis tellement proche d'eux que je connais leur quotidien. Je sais à quoi ressemble leur quotidien, donc je sais que c'est possible. Et je matérialise le truc. Donc comme je le matérialise, comme je sais que c'est possible, bah ça devient littéralement une douleur pour moi de ne pas le faire. Donc ça devient dans ma zone, ça rentre dans ma zone de confort. Ce qui, en fait, je me suis rendu compte que tant que je ne vois pas quelqu'un qui le fait et qui me permet de matérialiser la route pour y arriver, ce que je disais dans l'intro en fait, que tant que je ne comprends pas précisément le chemin, ben, je ne peux pas y aller. Et ben le fait d'avoir des gens autour de moi qui le font, qui le matérialisent et d'être proche d'eux, ça me permet de matérialiser le chemin, ça me permet d'y aller. S'entourer de gens à plus haut niveau que soi, honnêtement, c'est un cheat code incroyable. C'est vraiment un cheat code incroyable. Et du coup, je vais relier ça au troisième point. Je l'avais noté comme quatrième point, mais je vais le relier au troisième point, c'est plus cohérent. Le troisième point du coup, c'est de continuer d'investir sur soi. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que bon, depuis que j'ai commencé à vendre des formations et des coachings, j'ai commencé à acheter des formations et des coachings. Et la plupart, alors, je vous l'ai dit, la plupart de mes déclics viennent des rencontres. Où est-ce que je fais ces rencontres? Parce que c'est ça la question qu'on va se poser, c'est ok, c'est cool de s'entourer de gens plus gros que soi, mais où est-ce qu'on les rencontre? Eh ben, on les rencontre euh, là où ces mêmes personnes vont vouloir se former, et là on va rencontrer des gens qui ont, comme nous, une volonté d'aller au prochain step de succès. Je reprends l'exemple de mon workshop chez Hormozy à Question.com. Euh, la salle était remplie de 100 personnes. On faisait tous plus de 100 000 par mois. Et il y en a pas mal qui faisaient plus d'1 million par mois. On a tous payé le même montant pour être là, on est tous venus chercher la même chose, mais en 2 jours, ça a duré 2 jours complets, j'ai rencontré des dizaines de millionnaires euh, qui ont tous des business, mais il y avait des dog trainers, il y avait des gens qui fabriquent des objets physiques, il y avait des usines, il y avait tout, hein, il y a tous les profils. Il y avait des compléments alimentaires, il y avait des formateurs en ligne pour le sport, il y avait tout plein de profils.
Et en 2 jours, je rencontre vraiment des dizaines de personnes qui dépassent les millions, qui font des multimillions. Comme je vous dis, moi mon objectif maintenant c'est plutôt les 5 à 10 millions par an. Et des gens qui font 5 à 10 millions par an, il y en avait plein la salle. Et là, tu te mets à parler avec eux. Et là, d'un coup, tu te rends compte que ton voisin fait. Là, mon voisin immédiat à droite, que je connaissais pas, qui est un américain, faisait 3 millions par an, dont 2 millions de profit. Parce que c'est bien beau de faire beaucoup d'argent, mais le profit compte. Lui, 3 millions de chiffre d'affaires, 2 millions de profit. Et ils sont 5 dans la boîte. Incroyable. Celui de devant, c'était un Allemand qui faisait 700 millions. Alors, je sais même pas ce qu'il foutait là, mais 700 millions. Après, il a une grosse boîte de. Je crois que c'était complément alimentaire, un truc comme ça en Allemagne. Bref. Euh, il y avait des gens incroyables dans la salle. Et en parlant avec eux, en fait, en les côtoyant, en créant des liens, en prenant des contacts pour se revoir et ainsi de suite, surtout comme on a pris l'upsell, on va être amené dans la salle, ceux qui ont pris l'upsell en même temps vont se revoir en même temps dans l'avenir. Donc on va créer des liens, on va garder contact. Et ça fait qu'on crée des relations qui durent dans le temps. Et à force de discuter avec eux, dans un cadre business comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait. Enfin, c'est drôle, mais la transparence est totale. On peut parler de n'importe quoi. Euh, j'ai remarqué que personne n'était timide sur ces chiffres. On parlait entre nous, on me demandait combien tu fais de chiffre d'affaires, combien tu fais de profit, comment tu fais, quel client, quel prix. Je disais tout sans réfléchir et quand je posais la question aux autres, ils me disaient tout sans réfléchir. Parce qu'on était tous là pour progresser et pour progresser, on a tous besoin d'apprendre et d'échanger. Donc tout le monde était là en mode full transparence pour échanger. Ce qui fait que j'ai passé 2 jours à échanger avec des millionnaires, enfin des boîtes qui font plusieurs millions. Les gens, je sais pas s'ils sont millionnaires, mais en tout cas, leurs boîtes font plusieurs millions, notamment de profits par an, et avec une transparence totale. Plus mes amis qui ont aussi ces résultats-là, avec qui je parle au quotidien, faire 2 3 4 millions de profits par an, non seulement est devenu possible à mes yeux, le chemin est devenu clair à mes yeux, euh, et c'est devenu mon prochain objectif. Mais comment ça a été possible? Je viens de vous le dire, en investissement dans ce workshop et en investissant dans des masterminds. Parce qu'il y en a des rencontres que j'ai faites, que j'ai mentionnées, que j'ai rencontrées à travers des masterminds, à travers des formations haut niveau. C'est comme ça que je rencontre ces gens-là personnellement. Bien sûr, on peut les croiser dans des trucs un peu consommateurs. Genre, si on va dans un hôtel. J'ai fait des très belles rencontres dans des hôtels de luxe, ce genre de choses. Au bar du Four Seasons de Genève, par exemple, j'ai rencontré un Américain qui pèse de ouf et qui est l'agriculteur qui fait pousser les légumes pour la plus grosse chaîne de supermarchés américaine, nord-américaine, là où je fais mes courses. Donc le gars doit peser mais une tonne. Et je l'ai rencontré au bar du Four Seasons, c'était sympa, ça permet de discuter 2 minutes, mais c'est pas des relations où on va approfondir. Donc quand on rencontre les gens à travers des formations, des masterminds, des coachings, des workshops, c'est des moments où on est tous là pour la même chose, donc on approfondit. Et c'est là où on fait les meilleures rencontres, c'est là où on a les meilleures discussions. Donc continuer d'investir sur soi, pour moi, c'est un point important dans le sens où vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que, encore une fois, pourquoi personnellement j'ai stagné aussi longtemps à chacun des plateaux que j'ai fait, c'est parce que je ne savais pas qu'il me manquait des informations pour pouvoir continuer d'avancer. J'avais l'impression d'avoir atteint un certain niveau de succès, je n'avais pas compris, je n'avais pas conscience de ce que je ne savais pas. Donc c'est vraiment un truc important. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il y a peut-être des informations, vous ne savez même pas qu'elles existent. Mais si vous les aviez, vous pourriez faire x2, x3, x10 demain. Du moment que vous comprenez que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous ouvrez votre esprit, votre curiosité, et rendu là, vous vous ouvrez à la progression. Donc, à force d'acheter des formations, des coachings, des workshops, etc., je découvre des éléments que je ne savais même pas que j'ignorais. Et je rencontre des gens qui me disent des choses auxquelles j'avais juste jamais pensé. Et la force du groupe, par exemple dans un workshop où on est nombreux, on avait fait des tables rondes à un moment, on était une quinzaine par table ronde, et en fait, des gens posaient des questions auxquelles j'aurais jamais pensé. Et les réponses sont super pertinentes, ils me permettent de faire des bons en avant. Mais vu que j'aurais jamais pensé à la question, j'aurais jamais pensé, enfin j'aurais jamais obtenu la réponse, quoi, logique. Donc en fait, on se rend compte que non seulement d'investir sur soi c'est important, mais d'investir sur soi sur des trucs où il y a des groupes, c'est incroyable. Et moi je le vois parce que je sais que beaucoup, dans mes programmes, beaucoup demandent de l'individuel. D'ailleurs, ce qu'on a fait pour AGS, mon nouveau programme, si ça vous intéresse, allez voir ci-dessous, inscrivez-vous euh, à mon appel diagnostic offert. Au passage, vous demanderez directement à la personne qui vous parle de vous présenter, il vous présentera AGS. Mais je vous résume, le truc c'est que historiquement, j'ai beaucoup aimé les coachings de groupe. Je trouve que ça apporte énormément. En même temps, les gens veulent de l'individuel. Et pour AGS, on a mis en place un accompagnement individuel
sur donc une session par semaine en individuel pendant 4 mois, ce qui est déjà énorme. Mais malgré ça, j'ai tenu à ce qu'on implémente. Ça pourrait suffire, hein, les gens pourraient se contenter de ça. Mais j'ai quand même tenu à ce qu'on mette du groupe. Pourquoi? Pas parce que ça me donne juste l'occasion de donner encore plus d'informations. Je pourrais mettre un module vidéo pour ça. Je mets un groupe pour qu'il y ait une interaction de groupe. Et parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et donc dans votre groupe, il y aura forcément quelqu'un qui va poser une question à laquelle vous n'auriez pas pensé et qui va obtenir une réponse que vous n'auriez jamais obtenue autrement. Donc, personnellement, quand je suis consommateur de formation et de coaching, les gens pensent que l'individuel, c'est au-dessus du groupe en termes de qualité de livraison. Alors c'est sûr que l'individuel permet de personnaliser les conseils. Mais je vais vous donner un conseil, et pas seulement parce que je le vends, enfin, je le vends parce que j'y crois, ok? Donc, pas parce que je le vends seulement, mais personnellement, quand je suis consommateur, je fais pareil. Quand j'ai de l'individuel, je vérifie qu'il y ait aussi une dimension collective. Et c'est pour ça que le workshop, par exemple, l'upsell que j'ai pris, qui coûte super cher, hein, on a plus de 20 000 $, euh, il est collectif. Est-ce que je fais la gueule pour autant? Non. Je suis heureux que ce soit collectif parce que j'ai envie d'y aller avec mes potes déjà et j'ai envie d'y aller et de rencontrer d'autres gens qui ont fait le même effort que moi pour voir comment est-ce que eux ils interprètent et comment ils interprètent l'information, comment eux ils vont l'implémenter. Et c'est avec ce mélange entre les conseils individuels et le retour collectif de l'apprentissage qu'on arrive vraiment à récupérer le meilleur de l'information dont on a besoin. Et c'est là qu'on apprend vraiment ce dont on a besoin pour avancer. Donc investissez sur vous, n'arrêtez jamais d'investir sur vous, et faites de l'individuel, oui, mais faites aussi du collectif. Ne vous dites pas que vous devez prendre que des coachings privés parce que c'est mieux. Non, le collectif est super important, et même quand je vends des coachings privés, c'est devenu très rare, j'ai même quasiment arrêté, mais même quand j'en vendais, je faisais attention à toujours mettre en contact les gens, mes différents coachés privés, je les mettais en contact entre eux pour être sûr qu'il y ait des interactions de groupe. Parce que le groupe est trop important. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Continuer d'investir sur soi pour faire des rencontres qui vont causer des déclics et pour découvrir des informations que vous ne savez même pas que vous ignorez et qui vont pourtant changer votre vie. Et n'arrêtez jamais, euh, comme je l'ai dit dans la salle, il y avait des multimillionnaires bien évidemment. Euh, en tout cas des boîtes qui font multimillions de profits et je pense plusieurs multimillionnaires et pourtant ils étaient là aussi. Parce qu'ils ont compris eux aussi qu'il faut continuer d'apprendre. Du moment que vous voulez progresser, vous devez continuer d'apprendre. Parce que si vous aviez toutes les informations en tête, vous feriez déjà plus. Si vous êtes bloqué à un plateau, c'est qu'il vous manque des informations ou une motivation. Et dans tous les cas, que ce soit la motivation ou l'information, vous pouvez les choper à travers des formations, des coachings, des workshops, etc. Voilà. Donc ça, c'était mon troisième point. Investir sur vous. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets. C'est de ne pas avoir réinvesti plus vite mes profits dans des formations et des coachings. Parce que franchement, c'est un game changer. Et que j'ai passé 4 ans, 3-4 ans avec ma tête de con à me dire que quand je gagne de l'argent, c'est pour moi, c'est pour mon lifestyle perso. Au final, si j'avais réinvesti davantage dans du réseau, notamment les BNI, etc., si j'avais acheté plus tôt mon accès BNI, et si j'avais réinvesti davantage dans du réseau, dans des coachings, des formations, etc., rien que ces deux leviers-là, si j'avais investi plus tôt dedans, je suis sûr que je serais déjà 2 fois plus loin au même âge. Voilà, ça je le pose là aussi. Le quatrième point que j'ai noté, c'est la délégation. Alors, encore une fois, on dirait une banalité. On dirait que le fait de déléguer, c'est juste normal. Tout le monde nous dit, bah ouais, pour grossir, faut déléguer, faut apprendre à déléguer, etc. Et cette phrase, faut apprendre à déléguer, je la vomissais il y a 2 ans. C'est-à-dire quand tout le monde me le disait, tout le monde me disait, mais t'es débordé, mais il faut apprendre à déléguer, machin. Dans ma tête, je voyais l'aspect logistique de la délégation. Alors que moi, quand on me disait, il faut apprendre à déléguer, il faut déléguer, ce que je voyais, c'était la logistique. Ok, déléguer me permettrait de faire plus parce que quelqu'un va le faire à ma place. Donc je gagnerais du temps. Donc potentiellement, je pourrais gagner un peu plus d'argent. C'est comme ça que je le voyais. Mais c'était très vite compensé par le fait que, ouais, mais il faut aussi que je gère de l'humain. Donc au final, je voyais pas vraiment le gain de la délégation, bien que je l'ai fait avec l'agence, mais je l'ai toujours fait modérément. J'ai toujours eu des petites équipes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à peu près une dizaine. Euh, et 10, c'est pas beaucoup en 8 ans de business. Enfin, il y a des gens qui montraient des boîtes de 500 personnes en 8 ans. Moi, j'ai monté une équipe de 10 quoi, en 8 ans, donc c'est peu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un peu peur de déléguer, un peu peur de faire grossir l'équipe. J'ai toujours aimé jouer en petite équipe, surtout que je bosse entre amis, famille, tout ça. Donc forcément, ça ralentit la possibilité de progression. Et ça, c'est un de mes plus grands freins en 8 ans. Donc c'est un des points
Le fait, du coup, ce qui fait que ça m'a aidé à faire plusieurs millions en mes 30 ans, c'est le fait d'avoir compris ce frein et de l'avoir contrebalancé. Déléguer, c'est pas juste de la logistique. Déléguer, c'est pas juste de gagner du temps. Déléguer, c'est de rendre des choses impossibles possibles. Parce que d'autres personnes, aussi motivées que vous, vont le faire à votre place. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que 100% de la réussite de mon business et 100% de ma croissance va venir de mon équipe. Et que le seul, le seul, les deux seuls bienfaits qu'on peut m'accorder sur ma boîte, c'est la vision de la boîte. Je pense que le CEO doit insuffler la vision à la boîte, ok. Je pense que c'est quelque chose que j'amène à ma boîte. Et le recrutement, trouver les bonnes personnes. Vous donnez la vision à la boîte, donc vous motivez les gens, vous trouvez les bonnes personnes. À partir de là, si vous avez une bonne vision et les bonnes personnes pour l'implémenter, votre boîte, elle décolle. Et tout ce que vous pensez être impossible aujourd'hui parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas les ressources, parce que vous ne savez pas qui peut le faire à votre place, en réalité, en vous attardant davantage sur qui je peux faire entrer dans ma boîte qui peut rendre mes projets possibles et réels, euh, si ça devient votre question principale, tout peut devenir possible. Et moi, je me rends compte, là, plus on avance, plus je délègue, plus j'ai envie de déléguer. Maintenant, je suis en mode passion recrutement. Euh, et en fait, à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, je vois pas la charge financière, je vois pas la charge managériale, je vois le projet qui va devenir réel. Demain, je peux vous dire n'importe quelle connerie. Je sais pas, je veux monter un nouveau projet, je sais pas, une connerie. Je veux monter une nouvelle marque de stylo et faire un e-commerce sur une nouvelle marque de stylo. Si je le fais moi-même avec mes compétences marketing, dans 6 mois on y est encore parce que je dois gérer 1000 trucs à côté, parce que c'est pas ma priorité, etc., etc. Si je prends un peu de mon fonds de sécurité, que je prends un peu de mon cash flow et que j'embauche un expert e-commerce et je lui dis voici ce que je veux, voici ma vision, voici où je veux que ça aille, et ben dans 2 mois c'est en ligne. Parce que je vais trouver la meilleure personne pour le faire, je vais lui dire ce que je veux et il va le rendre possible. Alors ne montez pas des e-commerce à côté de votre business principal, restez focus. Restez focus sur votre projet. Mais l'idée, c'est que vous pouvez rendre des projets possibles. Demain, si j'ai envie de développer un outil, une SaaS pour vous qui avez une agence pour vous aider au quotidien, encore une fois, ça c'est pas dans les tuyaux, c'est une connerie que je dis là. Mais si je voulais le faire, eh ben, première chose que je dois faire, c'est pas essayer de me démerder à apprendre le code ou des choses comme ça. C'est trouver un bon développeur, trouver un chef de projet, mettre les deux ensemble, leur partager la vision et go. Et dans un an, on a une SaaS. La délégation rend les projets possibles et donc rend les résultats possibles. Et donc, si votre but c'est de faire 100 000 par mois de profit et d'avoir 100 000 de cash qui rentrent dans votre compte tous les mois, eh ben, ce sera possible grâce à des gens qui vont mener vos projets à votre place. Et il y a, je crois que c'est Jeff Bezos. J'ai vu un reel passer de Jeff Bezos. Ah, puis je précise quand même que le but c'est pas d'exploiter les gens. Faites-les croquer aussi. Moi, c'est l'autre point le plus important, hein. Rémunérer les gens, faites-les participer, donner des pourcentages de ce que vous gagnez, ça me paraît évident. Motiver les gens, c'est le plus important. Vu que les humains sont ce qui est le plus important pour votre boîte, faites en sorte que les humains adorent votre boîte. Ça me paraît évident, mais je le précise. Et oui, je voulais dire, j'ai croisé un reel qui, je crois, est de Jeff Bezos aujourd'hui, dans lequel il explique que il entend souvent les CEO dire je suis soumis au stress et j'ai pas le choix. Je suis très stressé et j'ai pas le choix de l'être. Et lui, il répond un truc, ça c'est un peu relou par contre. Mais il répond, vous avez le choix, hein. Déléguez votre stress. Vous êtes stressé parce que vous devez faire tel rapport financier à temps pour la fin du mois. Embauchez quelqu'un qui sait faire ça et déléguez-lui le stress de faire ce rapport financier. Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Votre bien-être personnel ou l'argent que vous faites, le profit que vous faites? Si vous valorisez, rendu à un certain niveau de business, au début je comprends que c'est pas forcément possible, mais si vous valorisez davantage votre bien-être personnel que 3, 4 ou 5 000 balles par mois, ça paraît con comme ça quand on le dit au début, je sais que c'est des gros montants, mais quand on avance, bah 5 000 balles par mois pour s'épargner énormément de stress et pour avoir un résultat parfaitement quali à la fin du mois, ça les vaut. Et Jeff Bezos, il voit les choses comme ça. Il dit, vous avez un stress pour quelque chose, par rapport à un résultat que vous devez atteindre ou un objectif, peu importe. Déléguez ce stress à quelqu'un qui le fera pour vous. Donc, et lui, il est connu quand même pour communiquer le stress à son équipe. Donc ça m'étonne pas trop de sa part, mais il prend son stress et juste, il le prend
il le pose sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est comme ça que Jeff Bezos voit la délégation. J'ai adoré ce reel. Je le conseille pas parce que le but c'est pas de foutre du stress à tout le monde dans votre équipe. Encore une fois, le but c'est que les gens adorent votre boîte et s'y sentent bien et y restent et veulent contribuer. Mais j'ai trouvé l'image assez drôle. Au lieu de communiquer votre stress, communiquez vos projets. C'est plus simple. Donc, déléguer, c'est pas juste de la logistique. Déléguer, c'est rendre les choses possibles. C'est le quatrième point. Euh, Cinquième point, j'ai juste ma petite note à côté de moi, donc j'ai juste des bullet points, hein, c'est pour vous dire. Et encore une fois, je ne regarde pas le temps pour cette vidéo, je vous dis les choses comme elles sont, puis je vous donne le détail quand c'est nécessaire, si ça peut être un peu long. Oui, donc le cinquième point. La vente ne doit jamais s'arrêter. Alors ça, c'est un truc. Euh, je ne l'ai pas vraiment ressenti avec l'agence, j'en ai pas pris conscience avec l'agence, mais j'ai remarqué que moi, dans mes boîtes, je faisais souvent des effets yo-yo. Alors, j'ai toujours un fond de vente, j'essaye toujours de vendre au quotidien. Mais il y a quand même des moments où je n'ai des sprints. Où là, on vend beaucoup, là, on vend un peu moins. Là, on vend beaucoup, on vend un peu moins. Et ainsi de suite. Et généralement, quand il y avait un pic de vente, c'était suivi d'un pic de production, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'était déjà le cas dans l'agence. Et je l'ai gardé dans Enly Academy avec des lancements, des trucs comme ça. Les premières années de Enly Academy, c'était pas linéaire les ventes. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que quand j'ai mis en place un système de vente qui vend tous les jours, un système veut dire qu'il ne dépend pas de moi personnellement, donc il vend tous les jours quoi qu'il arrive, euh, ben en fait ma boîte s'est mise à se stabiliser et à croître. Et en fait je me suis rendu compte, et en fait c'est en... Je me suis coaché, fait coacher comme d'hab, cette personne qui m'a coaché m'a dit mets en place un système plus stable, ce que j'ai fait avec son accompagnement. Et donc je l'ai pas fait en me disant je veux augmenter enfin je voulais faire plus de chiffre d'affaires mais je m'étais pas dit j'ai un problème d'effet yo-yo et de revenus en dents de scie. Je l'avais pas vu comme ça. Juste la personne m'a dit ça serait mieux pour toi un système plus stable, plus solide. Et je l'ai mis en place et l'impact que j'ai vu c'est que d'un coup mes chiffres sont devenus assez linéaires. C'est-à-dire que stable, ça fait du bien déjà, et sont mis à augmenter de façon stable. La courbe est devenue vraiment intéressante. Et en fait, je me suis rendu compte que la principale différence, c'est qu'aujourd'hui, je vends tous les jours. Ma boîte, enfin pas moi, mais ma boîte vend tous les jours. Il y a toujours une vidéo qui circule, quelqu'un qui prospecte. C'est pas moi personnellement, mais dans l'agence, il y a toujours quelqu'un, par exemple dans l'agence, il y a toutes les semaines, il y a quelqu'un qui est en train de faire des rendez-vous de vente, de prospecter, de prendre contact, de faire du réseautage, euh, ou de faire du contenu, de faire des approches à froid. Il y a toujours un truc qui se passe dans une dimension de vente tous les jours de la vie de l'agence. Dans une académie, pareil, il y a toujours des vidéos YouTube qui circulent, des lignes magnets. Alors la publicité est en train de se lancer, j'en ai jamais fait encore. D'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a dit à Las Vegas, que c'était impressionnant déjà d'en arriver là, juste en organique, mais encore une fois, c'est parce que j'aime partager, donc forcément, on reçoit derrière, donner pour recevoir, on y revient. Mais bon, là, on va lancer de la pub pour tester. Donc, vous allez peut-être me voir un peu plus souvent sur vos écrans en dehors de YouTube. Et en fait, le fait de faire des actions tous les jours comme ça, mais je me suis rendu compte que ça crée un effet cumulé qui fait que les chiffres d'affaires, ils montent en flèche. Donc, en fait, là, ce que je vous dirais, c'est posez-vous la question. Est-ce que tous les jours de votre semaine, votre boîte est en mode vente? Si vous avez une agence, par exemple, qui vous vendez des sites web, par exemple, est-ce que tous les jours, quelqu'un de nouveau, un prospect qualifié potentiel, découvre que vous existez et que vous vendez des sites? Est-ce que tous les jours, il y a même plusieurs personnes qui pourraient être vos clients qui découvrent que vous vendez des sites? Si la réponse est non, si hier par exemple, personne n'a découvert qui vous étiez et ce que vous vendez, ben, vous ne vendez pas tous les jours. Et dans un monde où vous mettez à vendre tous les jours, je peux vous garantir que vos chiffres, ils explosent, ils décollent. Donc ça c'est un KPI tout con, mais posez-vous juste pragmatiquement la question, et de façon froide et honnête, hein, ne vous mentez pas à vous-même en vous disant ouais j'ai fait un post LinkedIn. Non. Est-ce que aujourd'hui, quand je regarde ma journée en arrière, est-ce que j'ai vendu? Est-ce que j'ai fait une action qui fait que quelqu'un m'a découvert? Est-ce qu'un prospect qualifié a découvert mes services ou mes produits aujourd'hui? Si la réponse est non, assumez-le, corrigez pour le jour suivant. Et si vous corrigez ça tous les jours, et que tous les jours, il y a ne serait-ce qu'une, deux ou trois personnes qui découvrent vos services et qui vous êtes et ce que vous faites, et que ce sont des gens qualifiés, évidemment, vos ventes vont exploser. Donc, ne vous arrêtez jamais de vendre. Là, c'est le cinquième point. Le sixième et dernier point,
Alors lui, il est pas évident. C'est le shift identitaire. Il y a un moment, je sais pas vous dire à quel moment exactement, mais il y a un truc que je réalise là, c'est que il y a un moment où j'ai compris que pour avoir des résultats différents, il faut devenir quelqu'un de différent. Aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que on vous dit toujours restez parfaitement authentique, restez vous-même, etc. Et tout arrivera vers vous naturellement. La vérité, c'est que je pense que non. Si vous restez qui vous êtes, la même personne que vous êtes au moment où vous ne faites pas d'argent, vos actions ne changeront pas, donc vos résultats ne changeront pas, donc vous ne ferez pas plus d'argent. Et donc, quand je dis argent, c'est l'unité de mesure du succès de votre boîte. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire par là que si vous ne changez pas qui vous êtes, votre boîte n'aura pas plus de succès demain. Donc, aujourd'hui, je suis convaincu que non, il ne faut pas rester qui vous êtes aujourd'hui. Si vous n'avez pas de résultat aujourd'hui, il ne faut pas rester qui vous êtes aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous pouvez conserver vos valeurs. Mais peut-être même sur vos valeurs qu'il va falloir les modifier. Par exemple, moi, je sais que. Enfin, c'était. Toute ma vie, ma mère m'a dit que j'avais une qualité, c'était d'être généreux. Je donne beaucoup de mon temps, de tout ce que je peux avoir comme ressource, je donne facilement beaucoup à n'importe qui. Enfin, n'importe qui, non, mais à quelqu'un qui a à mes yeux le mérite, je vais très facilement donner. Et toute ma vie, j'ai entendu que c'était une qualité. La générosité, on le met généralement dans le tableau des qualités et des défauts, on le met dans le tableau des qualités. Et bah, en business, c'est un défaut. C'est con, enfin, faut être généreux et donner pour recevoir. Mais il y a la générosité aveugle. Et il y a un moment où quand on est de façon naturelle et personnelle, on est dans la générosité aveugle, c'est bien, c'est une qualité, c'est une bonté. Quand on tombe dans la générosité aveugle, quand on est dans le business, on dit oui à tout, on perd du temps, on perd l'efficacité, on perd la rentabilité, on fait des mauvais choix. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes mauvais choix, tout ce qui m'a ralenti dans mes premières années de business, c'est parce que je disais oui à des choses où je devais dire non. Tout simplement. Quelqu'un me demande de faire un prix, oui, ok, t'es sympa, je vais te faire un prix. La réponse est non. Tu le veux, tu payes. Ça paraît con, mais juste apprendre à dire non change drastiquement les résultats. Donc, ce qui était une qualité avant peut devenir un défaut aujourd'hui. Donc, évidemment, pour arriver, encore une fois, et je rappelle, encore une fois, je constate que j'ai encore un long chemin devant moi à parcourir, mais pour le bout de chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant et les résultats que j'ai aujourd'hui, je considère que d'avoir changé qui j'étais à la base, donc de devenir plus dur, de dire non plus souvent, de moins écouter les gens. Avant, je partais du principe que tout ce que les gens me disaient était soit vrai, soit méritait d'être entendu. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à me parler, et si je vois que c'est de la bullshit et si je n'y trouve aucune pertinence, je vais me permettre de leur dire je t'arrête là, ça m'intéresse pas. J'aurais jamais imaginé faire ça il y a 5 ans en arrière. Et c'est pas que je prends la grosse tête, c'est pas tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai des objectifs. Et je me rends compte que pour les atteindre, il faut que je valorise mon temps, mon attention. Et que je dois maîtriser ce qui rentre dans ma tête. Donc la merde que je peux trouver sur les réseaux, ou la merde que quelqu'un peut me dire, alors que ça m'intéresse pas ou autre, je vais tout de suite la couper. Avant même qu'elle rentre dans ma tête, je préfère la couper. Quelqu'un qui me fait une proposition, qui me dit j'ai une super opportunité. Tous les jours, je reçois des DM, j'ai des super opportunités pour toi, machin et tout. Soit je réponds pas, soit je bloque, soit je dis non direct, froid, et on me répond pas. Ça c'est pas le naturel personnel que j'imaginais 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Je ne me présente, jamais j'aurais pensé agir comme ça aujourd'hui. Mais il y a un moment, il faut faire un shift. Ça, c'est un exemple. C'est peut-être pas l'exemple le plus joyeux que j'ai choisi, j'avoue. Euh, et je reste foncièrement sympa, je pense, hein, quand même. Mais c'est pas l'exemple le plus joyeux que j'ai choisi. Mais par contre, un autre exemple de shift identitaire, c'est par exemple la procrastination. On m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que j'étais un peu mou, quoi, que je bougeais pas très vite, que je faisais pas les choses. Euh, Quand je disais je vais me mettre à un sport, bah, j'avais une proche qui rigolait un peu en mode ouais, enfin, c'est un sport pour les nerveux, hein, toi t'es pas nerveux. Donc on me faisait comprendre que j'étais un peu mou, j'étais sur mon ordinateur, j'étais accro à Dofus quand j'étais ado. Bref, voilà, j'étais pas un exemple de nervosité et de passage à l'action massif. Et ça, on m'a souvent résumé comme ça. T'es pas un sportif, t'es un intellectuel. Enfin, on me résumait beaucoup comme ça. Aujourd'hui, on me dit qu'on a du mal à me suivre. Enfin, mes proches, ces mêmes proches me disent tu vas un peu vite, tu devrais pas ralentir, t'arrêter, aller moins vite, à courir un peu moins partout, te poser un peu. Ce qu'on me reprochait avant, on me reproche l'inverse aujourd'hui. Ça, c'était un chef identitaire.
J'ai compris que d'être mou au quotidien, d'être lent dans le passage à l'action, de procrastiner, etc., d'écouter aussi mes envies au lieu de ce que je dois faire, par exemple jouer à Dofus, bah, ça m'aurait pas rendu riche. Et ben, le fait de rester comme ça allait m'amener nulle part. Donc il a fallu choisir de changer d'identité, faire un shift identitaire, changer d'identité pour devenir la personne que je considère devoir être pour réussir. Et cette personne, elle passe à l'action au lieu de réfléchir, elle investit là où il faut investir sans trop réfléchir, sans surintellectualiser, elle perd moins de temps avec des conneries qui ne lui rapportent rien, tout en gardant quand même une part de divertissement. Heureusement, je regarde ma série le soir, hein, je vous rassure, mais dans une limite qui fait que je me considère comme avant tout productif. Et ça, c'est un shift identitaire. Et en fait, je dirais que, alors je suis pas très sportif, j'essaye, je cours un peu, mais c'est pas mon cas. Par contre, j'admire énormément les sportifs. Dans tous mes clients préférés, entre guillemets, de l'écosystème, NI Academy, ceux qui ont le plus de résultats, généralement, sont des sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'entre le moment où ils n'ont pas de résultats, même niveau physique et sport, et le moment où ils en ont, la différence, c'est un shift identitaire. C'est d'avoir changé d'identité, changé d'action quotidienne, changé de discipline, qui les a amenés à un résultat. Et souvent, ces gens qui l'ont déjà fait avec le sport le font très bien au niveau du business, et ça les amène à générer des résultats ultra rapides. Il y a quelqu'un, bah, je vais le citer, si jamais tu écoutes la vidéo, Mathias. Quand Mathias a rejoint le mentorat il y a 2 ans, il était bodybuilder, donc très très chaud déjà au niveau discipline et tout. Et il avait pas l'argent pour rejoindre le mentorat, je crois, et il m'a demandé un arrangement en mode je m'y mets à fond, je te paye le mentorat après avoir signé. Je préfère prévenir, je ne le fais plus. Mathias a honoré sa promesse, etc. Je me suis fait, voilà, pas mal de fois après, donc ça je ne le fais plus. Ça fait partie des choses que je faisais beaucoup quand j'étais plus à dire oui, et maintenant je dis non, donc ne me le demandez pas. Parce que, encore une fois, il y a eu l'abus. Mais Mathias, lui, je le voyais dans son mindset de sportif et tout, il lâche rien. Et Mathias, donc j'avais dit oui. Et je crois que c'est une des réussites les plus impressionnantes du mentorat. Là, à peine 2 ans après, enfin, il a plus de 50 000 par mois, si je ne me trompe pas. J'ose pas trop parler des chiffres et tout, je sais, je donne pas son nom complet, mais bon, bref. Il a plus de 50 000 par mois, il est connu dans l'écosystème agence française maintenant, francophone. Il a vraiment une grosse réussite en peine 2 ans, mais encore une fois, il avait une discipline pour le sport. Bodybuilder, on ne devient pas n'importe comment, surtout avant ses 23 ans, il était moins de 22-23 ans, je crois. Et bodybuilder, il a pris la même discipline, il l'a posé au business et il a explosé. C'est incroyable. Vraiment, moi, les sportifs, je respecte de ouf. Et ben, je pense que ce shift identitaire qui passe de je ne suis pas sportif, je ne suis pas entrepreneur, je procrastine, je passe pas à l'action, et bien, il faut faire un shift à un moment. Il ne faut pas rester qui vous êtes aujourd'hui si vous voulez avoir des actions différentes demain, des résultats différents demain. Voilà. Donc je résume en disant que le shift identitaire est nécessaire. Voilà. Donc, donner pour recevoir, s'entourer de gens à plus haut niveau pour apprendre, continuer d'investir sur soi parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et parce qu'il faut bien rencontrer les gens d'un plus haut niveau que nous, quelque part, et souvent ça passe par là. Déléguer pour rendre les choses possibles, ne pas penser à la logistique. La délégation n'est pas une logistique, la délégation rend les projets possibles. La vente ne doit jamais s'arrêter, vous devez vendre tous les jours. Et vous ne devez pas rester qui vous êtes au moment où vous n'avez pas de résultats je sais pas comment le dire. Vous devez faire un shift identitaire pour avoir des résultats. Vous ne pouvez pas juste rester qui vous êtes tout le temps et espérer que les résultats changent. Pour avoir des actions différentes, il faut être quelqu'un de différent et ce sont ces actions différentes qui nous amènent des résultats différents. D'ailleurs, je termine juste avec un truc. Hormozy a dessiné un truc sur son tableau blanc que j'ai kiffé. Il a... Bougez pas. Vous le voyez à peu près, le tableau blanc. Il a mis be, do et have. Je sais pas si vous voyez bien. Moyennement, ok. Be, do et have. Il a dit les gens veulent être, ils veulent faire et ils veulent avoir. Et il dit virez le be, virez le have. Ce que vous devez faire, c'est faire. Parce que quand on fait quelque chose, on devient quelqu'un d'autre. Et quand on fait quelque chose, on obtient quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'action qui déclenche le fait de se transformer en quelqu'un de différent. Et c'est le fait de faire les actions qui font qu'on obtient quelque chose, un résultat, ou voilà, de l'argent, une bonne santé, physique que vous voulez, peu importe. C'est en faisant qu'on obtient, c'est en faisant qu'on devient. Donc concentrez-vous sur l'action,
Contentez-vous de passer à l'action tous les jours et vous serez qui vous voulez être et vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. Je tenais à vous le partager, ça m'a marqué de ouf. Donc, c'est le 7e, 8e point bonus, parce qu'il y a eu d'autres bonus en cours de route. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien vous parler comme ça, vous dire les choses comme je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, en commentaire. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.